Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Océane et je suis auxiliaire petite enfance en micro-crèche. Cela fait plusieurs mois que j'ai en tête de faire des vidéos sur la thématique de la petite enfance parce que ça me semble crucial. En fait, je remarque sur le terrain, que ça soit nous en tant que professionnels ou en tant que parents, il y a très peu d'informations en fait qui est donnée sur l'enfant et parfois les parents peuvent se sentir démunis, comme des professionnels aussi, et il me semble important en fait de vous partager tout cela, des conseils et autres en tout cas, tout en restant bienveillant avec les enfants parce que pour moi, enfance ça rime avec bienveillance et je me suis dit aujourd'hui je vais leur apporter pour commencer des conseils qui pour moi sont bénins mais que tout le monde ne sait pas auprès des enfants, donc j'avais envie de vous les partager. La liste est plutôt longue donc peut-être que j'en ferai une deuxième vidéo si cela vous intéresse, et je me suis dit j'ai envie de vous parler de plein de choses sur ce thème là, notamment comme je vous dis sur la petite enfance bien sûr puisque c'est mon métier, et pour moi quand je parle de mon métier, des enfants etc, je parle toujours avec le cœur parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime mon métier et j'aime aussi partager des conseils pour pouvoir aider tout le monde, des professionnels, des parents. Alors je fais quand même un disclaimer dans le sens où je ne suis pas parfaite, je n'ai pas la science infuse et que je ne suis pas là pour dire je suis la meilleure etc, parce que c'est pas du tout le cas. J'apprends encore tous les jours sur le terrain, n'importe qui peut m'apprendre des choses du coup sur les enfants, mais voilà, il me semblait important de rappeler, on est dans un monde d'aujourd'hui qui va très très vite et je trouve qu'on a moins la patience, moins le temps en fait de se poser avec les enfants et on a tendance des fois à être vraiment malveillant. Donc voilà, il y a plusieurs thèmes comme les VEO qui me semblent importantes que j'aimerais vous parler. Enfin, voilà, il y a plein de thématiques comme sur le change de l'enfant, comment il faut procéder. Voilà, il y a plein de trucs qui m'intéressent mais je ne sais pas si ça peut vous plaire. Je vous ai fait un sondage sur Instagram, vous avez été plusieurs à me répondre oui, mais je vous ai demandé quelle thématique vous intéressait et j'ai pas eu de retour sur ça. Donc en tout cas sur cette vidéo, si vous en avez, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Pour ma part, je me ferai une joie de vous filmer cette vidéo là du coup sur ces thématiques parce que voilà, ça me tient à cœur et je me dis que peut-être que ça pourra former de nouvelles personnes sur ce métier là ou aider des parents qui se sentent démunis ou qui ne savent pas comment faire. Je veux vraiment que cette vidéo elle soit prise de façon positive et bienveillante dans le sens où c'est que du partage. Pour moi il n'y a pas de jugement, chacun fait comme il peut, c'est tout pour moi. Et puis maintenant on va passer aux conseils. Le premier conseil que j'ai à vous offrir, on est en période d'été actuellement et ça fait plusieurs fois que je vois des couvertures au-dessus d'une poussette avec un bébé à l'intérieur. Alors ça c'est stop, on arrête. Pour ma part j'ose pas aller vers les gens pour leur dire que c'est pas bon de faire comme ça parce que en fait lorsque l'enfant est dans la poussette et qu'il y a la couverture au dessus, ça fait une sorte de sauna où en fait l'enfant est coupé d'oxygène, enfin entre guillemets j'ai envie de vous dire, est coupé de l'air et il respire que de l'air chaud. Donc le mieux c'est du coup à l'ombre, si vous en avez pas, vous enlevez la couverture et vous mettez rien du tout en fait, parce que à part l'hydrater, lui mettre de la crème solaire, mettre une casquette et en supplément peut-être des lunettes de soleil, moi c'est tout ce que j'ai à vous conseiller. Mais en tout cas on arrête la couverture au-dessus des poussettes. J'en ai parlé dernièrement avec mes collègues de travail. C'est vrai qu'on se disait que c'est en tant que professionnel, c'est vrai que nous on voit direct ça comme une alerte. On ne sait jamais comment le tourner de façon bienveillante et sans jugement en fait auprès de personnes lorsqu'ils le font. Les personnes qui vous le disent, sachez, ne le prenez pas mal, c'est vraiment pour protéger votre enfant tout simplement. C'est pour moi primordial, crucial et que tout le monde devrait savoir. Et comme le disait Super Nanny, quand on s'adresse à un enfant, on se met à sa hauteur. Parce que moi je pars du principe que quand vous êtes debout et que vous adressez à un enfant qui est juste en bas de vous, vous êtes en supériorité. Lorsque vous vous mettez en fait à sa hauteur et que vous le regardez dans les yeux pour lui expliquer les choses, bien sûr en expliquant calmement, et le regard il est là, le timbre de voix est là et la communication ne peut que bien se faire en fait. Et pour moi c'est important. Je sais que je le fais pas tout le temps moi à la micro crèche, mais c'est vraiment de travailler sur ça en me disant que c'est important quand on dialogue avec quelqu'un, on n'est pas à l'autre bout de la pièce mais on se met face à l'enfant. Mais il m'arrive parfois de faire encore des petites erreurs, mais c'est comme ça que j'apprends. Le troisième conseil c'est d'encourager plutôt que de juger. J'ai vu pas mal de parents au cours de mes années d'expérience qui en fait jugent l'enfant. Il est chiant, il est têtu. En fait c'est déjà lui poser des étiquettes sur lui-même. Sauf que l'enfant qu'est-ce qu'il va se dire? Ah je suis méchant, je suis pas gentil, je suis têtu, je suis timide. On arrête de poser des étiquettes sur les enfants. Et on arrête de dire qu'ils sont chiants etc. Parce que oui, cet enfant là il va avoir besoin de beaucoup plus libérer d'énergie. Un autre enfant va avoir besoin d'avoir plus de temps calme. Ils sont tous différents. Moi l'idée que je vous apporte c'est vraiment de l'encourager. Admettons il fait quelque chose pour vous de banal, mais pour lui c'est énorme. Ce sont des idées que je peux vous apporter, mais terminer un puzzle. C'est vrai que pour nous on sait déjà le faire, mais
pour eux c'est du travail, c'est de la manipulation, c'est beaucoup de temps passé dessus à chercher comment positionner la pièce. Bah c'est l'encourager. Ouais, je vois que tu as réussi. Là pour l'instant tu as commencé à mettre la bonne pièce, moi je t'encourage. Est-ce que tu as besoin d'aide? Et plus en fait vous apporterez cette aide, plus ce côté positif, plus l'enfant en fait il sera calme, il sera détendu, puisque vous allez remplir en fait les cases émotionnelles. Je suis satisfait de moi-même, je suis satisfait parce que papa et maman ils sont fiers de moi, ou la professionnelle qui est avec moi. Mais les enfants ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'être accompagnés, d'être rassurés, d'être écoutés. Le quatrième conseil c'est de rester calme, et la colère en fait attire la colère. Nous sommes des adultes humain, ce qui est normal. On a des moments de vie où on est triste, on est en colère, comme les enfants en fait. Il faut libérer en fait l'émotion. Je vais prendre un exemple. Un enfant qui fait tomber son verre. Le verre il explose au sol. Comment vous allez réagir? Vous allez vous mettre en colère. Vous allez vous adresser à l'enfant en disant mais t'es pas possible, enfin voilà, vous allez lui expliquer des choses qui vont lui faire du mal. Le fait de répondre avec de la colère va en fait engendrer de la colère. Peut-être que l'enfant va vous rire au nez. Et je sais que ça arrive en ce moment dans la crèche où je suis, où il y a un enfant, quand on le reprend, il nous rigole au nez. Je savais pas comment interpréter en fait ce moment où il rigole alors que c'est pas un moment drôle. Et en fait je me suis intéressée sur ce sujet, et il y a un sujet qui expliquait que lorsque l'enfant en fait rigole, lorsque vous êtes dans un moment où vous le reprenez, en fait c'est parce que l'enfant est mal à l'aise et il cherche en fait le sourire, les moments de joie chez vous, parce que ça le rassure. Le mieux je pense c'est d'expliquer à la hauteur de l'enfant ce qui s'est passé, ce qui peut être dangereux et ce qui pourrait être amené en fait peut-être à l'aider pour la prochaine fois. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le verre est tombé? Est-ce que vous étiez présent sur le moment même? Et il y a aussi un conseil que j'aimerais aborder, c'est si vous n'avez pas vu en fait ce qui s'est passé, le moment propice, n'intervenez pas en disant je t'ai vu, tu as cassé le verre. Il faut en fait voir le geste pour le dire, parce que si admettons vous interprétez que c'est lui qui a fait tomber le verre mais que vous avez pas vu la scène, et qu'admettons ça n'a pas été le cas, vous mentez en fait devant l'enfant. Il faut que vous sachiez que vous êtes le modèle de l'enfant. Le cinquième conseil, c'est d'éviter tout ce qui est les négations. En fait, un enfant ne comprend pas le ne pas. Si vous lui dites ne cours pas, il va comprendre cours. Ce qu'il faut lui proposer, c'est marche doucement. Ou alors si admettons il crie arrête de crier, vous pouvez lui dire parle doucement. Et en fait déjà nous ça nous permet déjà de diminuer un petit peu la colère et d'apporter en fait quelque chose de plus radical, plus efficace. Un enfant en fait il va pas comprendre les phrases longues, en fait il faut faire des phrases courtes, explicites et claires. Pareil quand vous vous exprimez, je reviens sur le moment de la colère, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en colère, mais c'est être ferme dans vos propos en disant c'est stop, non. Voilà, c'est expliquer comme ça paraît peut-être bête, mais c'est important pour eux d'avoir un cadre, parce que si le cadre il est bancal, alors là ça va être compliqué dans le sens pour vous faire comprendre, et en tant que rôle de maman ou de professionnel, c'est pour ça que c'est important de pas rentrer dans la colère, mais juste d'être ferme. Et s'il vous plaît, stop au langage bébé, le dada, le miam miam, stop. Les enfants, il faut leur parler comme on parle, comme vous et moi. Et ben parlez-lui comme ça. Est-ce que vous avez envie que votre enfant il grandisse en se disant ah ça c'est un coin-coin, ça c'est un dada? Non 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 non, c'est un cheval, un canard. Voilà, pour moi c'est important. C'est pas du tout un jugement que j'évoque, mais ça me semble important. Il faut leur parler comme nous on se parle en fait. Sixième conseil, peut-être que vous ne le savez pas, ou peut-être que vous le savez, mais sur un plan de change, lorsque l'enfant est sur le plan de change, donc le tapis de change pour changer sa couche, faire un soin de nez, même si vous êtes juste à côté, on pose toujours une main sur le ventre de l'enfant pour éviter qu'il tombe de la table allongée, parce que je connais des situations où ça a été le cas, et il y a des enfants du coup qui maintenant ils ont des troubles du comportement, ils ont de l'épilepsie, etc. Et c'est pas parce qu'un tout bébé ne bouge pas habituellement sur sa table de change qu'il ne faut pas poser une main. C'est très important. Vraiment, vous posez une main sur le ventre, et si par contre vous devez vous déplacer dans une autre pièce, vous prenez l'enfant avec vous dans vos bras, soit vous le posez au sol sur un tapis, et après vous faites ce que vous avez besoin de faire dans l'urgence. Mais l'idéal c'est que quand vous changez la couche de votre enfant sur le tapis de change, ayez toujours ce dont vous avez besoin à proximité. Le septième conseil, c'est lorsque vous proposez le bain à votre enfant, qu'importe que ce soit un enfant ou un bébé, un nourrisson, restez du coup auprès de votre enfant dans le bain, parce qu'un enfant peut se noyer avec un tout petit fond d'eau comme ça. Et oui, du coup j'ai fait une formation sur les gestes de secours auprès des tout petits. On m'a expliqué qu'une noyade, ça ne fait pas de bruit. Quand un enfant ou n'importe qui se noie, il n'y a pas de bruit.
Voilà, donc du coup je vous conseille d'être vraiment vigilant sur ça, de bien se poser dans la salle de bain, près du bain avec votre enfant, de passer un bon moment d'échange, de rire, voilà, de prendre le temps de faire des massages, de se laver tranquillement, voilà. Vous vous dites, bah pour moi ça me semble important, mais c'est vrai que quand on est sur le cas concret, sur la routine, des fois peut-être qu'on peut oublier parce qu'il y a le téléphone qui sonne, et ben non, le téléphone il attendra et vous restez avec votre enfant du coup pour la sécurité. Pour moi c'est important aussi, c'est de bien maintenir la tête de bébé, parce que si vous le savez ou peut-être pas, l'enfant dans sa tête, son cerveau pour le moment c'est ça, et encore je sais pas si c'est vraiment la dimension exacte, mais voilà, en fait en gros c'est tout petit, et si vous maintenez pas la tête de l'enfant ça fait comme ça. Donc voilà, ça bouge énormément. Donc le cerveau en fait il fait ding 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 ding. Donc du coup il faut faire très attention. Ça peut avoir des répercussions, et il faut que vous sachiez aussi que chez un nourrisson ou un enfant, la partie du corps qui est la plus lourde c'est la tête. Donc c'est pour ça qu'il faut bien la maintenir, bien mettre une main derrière la tête pour maintenir et l'accompagner du coup dans vos bras. Le 9e conseil pour moi, c'est ce que j'aime le plus chez les enfants lorsqu'ils commencent à développer leur motricité. Moi je suis contre les parcs, contre les Youpala ou ce que vous appelez les... comment on appelle ça, les trotteurs aussi. Moi j'en ai eu un quand j'étais petite, bon ça m'a pas tué, mais aujourd'hui si je devais avoir des enfants je n'achèterais pas ça. Je suis pour la motricité au sol. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est laisser libre l'enfant en fait au sol, soit sur un tapis, un tapis soit plus rigide ou soit un tapis simple, à se tourner sur le ventre, à se mettre assis, à faire du 4 pattes, et après à meubler, à essayer de se mettre sur ses pieds pour apprendre à marcher, tout en restant bien sûr à côté de lui. On peut s'asseoir à côté de lui, l'encourager. Oh c'est super, tu as commencé déjà à te tourner sur le côté, continue, tu y es presque. En l'incitant, il va prendre confiance. Il faut arrêter d'asseoir un enfant tout seul alors qu'il ne sait pas faire, parce que vous le mettez dans une position où il n'est pas du tout à l'aise, où il n'a pas appris tout seul. Vous le mettez en fait en danger, en insécurité. Donc vraiment laissez-le, et lorsqu'il arrivera à se mettre assis tout seul, et ben let's go, vous pouvez faire plein de choses et tout. Et j'aimerais aussi rappeler qu'il n'y a pas d'âge pour la marche, il n'y a pas d'âge pour qu'un enfant s'assoie, il n'y a pas d'âge pour le 4 pattes. Je tenais à le préciser parce qu'il y a des parents qui sont très à cheval sur ça. Pourquoi moi à 9 mois il marche toujours pas? Bah parce qu'il prend son temps, parce que c'est son besoin pour le moment, il aime bien rester sur le ventre, c'est son plaisir, c'est son moment où il est bien, s'il se sent bien, c'est le principal. Et puis quand il aura envie, quand il aura ce déclic de se dire oh j'en ai marre d'un peu de cette position sur le ventre, et ben je vais essayer de me mettre assis. Si vous êtes comme ça, lâchez du lest et surtout faites-leur confiance. Le 10e conseil c'est de communiquer tous vos gestes, c'est-à-dire tout ce que vous faites avec l'enfant, le repas, jouer avec lui, etc. C'est important de communiquer tout ce que vous faites. Admettons, moi un enfant, si je lui donne son repas, je veux dire je te porte dans mes bras, je t'installe dans la chaise, je te mets la sécurité autour de toi, je vais faire chauffer ton repas, je reviens, tu m'attends, pendant ce temps là moi je te donne un jouet pour que tu patientes. Et en fait plus vous allez communiquer avec l'enfant, plus ça va développer le langage, plus il va comprendre, et ce qui est encore mieux c'est le langage des signes. Du coup moi j'explique à l'enfant, et en fait ça ils aiment bien les petits, parce que le fait de mettre des mots avec un signe, en fait ils comprennent sur le moment même qu'est-ce que ça veut dire. Et moi je trouve que chez certains enfants, en ayant pratiqué comme ça a fortement développé le langage, et il y a beaucoup plus de compréhension, moins de frustration vis-à-vis de l'échange entre l'adulte et l'enfant. D'ailleurs si ça peut vous intéresser, j'ai fait une vidéo sur le langage signé que je vous mets juste ici. 11e conseil, on ne laisse jamais un enfant seul dans une voiture. Et oui, c'est un conseil que je vous donne parce que ça arrive encore et encore, sachant qu'on est en été, on est en période de forte chaleur. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas vos enfants, même si c'est pour 5 minutes, on prend l'enfant avec soi. Sinon vous le faites garder par quelqu'un, mais on ne laisse pas un enfant ni même un animal dans une voiture en cas de forte chaleur ou non. Dans tous les cas, il a besoin d'être en sécurité avec vous, donc on ne laisse pas. Lorsqu'un enfant a de la température, donc moi je parle de température à partir de 38,5, on ne lui donne pas de bain parce que ça peut lui apporter un choc thermique, voilà, qu'il soit froid, chaud ou tiède, on ne lui donne pas de bain. Parce que c'est vrai qu'on ne pense pas forcément et on a tendance à se dire oh il est malade, un petit bain et au lit. Et bah non, du coup si à la température on évite de lui donner un bain.
Le 13e conseil, du coup, on parle de température, comme je vous disais, à partir de 38,5, donc c'est à partir de 38,5 qu'on peut administrer du Doliprane et on n'en donne pas avant, parce que du coup j'ai connu beaucoup d'enfants en crèche qui ont été vraiment surmédicamentés à base de Doliprane, où en fait les parents parfois donnent du Doliprane à partir de 37,5, 38, sauf qu'il faut savoir que en fait la température corporelle est de 37,5. Après moi je suis pas médecin pour vous le dire, mais pour moi ça me semble crucial. Si votre enfant est douloureux au niveau admettons des dents, moi ce que je peux vous proposer c'est le Camellia à base d'homéopathie qui fonctionne très bien, et vous avez également le Dolodan aussi qui est très bien. Par contre je sais qu'il y a des parents qui m'avaient fait part que ça les stressait un petit peu, puisque en fait ça anesthésie la gencive, qui est normal puisque en fait ça a un effet vraiment froid sur les gencives où ils ne sentent plus rien, mais au moins ils sont plus du tout douloureux au niveau des poussées dentaires. Alors ça c'est un conseil aussi que j'ai appris il y a pas très longtemps, mais si vous vous posez la question de à partir de quand il faut commencer le brossage des dents chez votre enfant, et ben c'est à partir de la première dent. Et oui, les dentistes l'expliquent bien, c'est que pourquoi on attendrait qu'il soit enfant, genre 2 ans, pour lui laver les dents. Et bah non, on commence avant. Il existe aussi des petites choses très intéressantes pour le lavage des dents avec les tout petits. C'est une partie en silicone que vous mettez sur votre doigt avec des petits picots et vous frottez du coup sur la dent. Et quand l'enfant sera en capacité de le faire tout seul, vous pouvez lui laisser tout seul ou lui acheter une belle brosse à dents, etc. Il sera super content de son rôle en fait dans son hygiène. Vous pouvez le tourner sous forme de jeu aussi. Oh super, t'as vu, regarde, c'est un hippopotame sur ta brosse à dents, tu as vu? Alors qu'est-ce qu'il fait l'hippopotame? Il brosse, il brosse, il brosse. Bref, vous pouvez tourner ça aussi de façon ludique. Mon autre conseil c'est de coucher bébé du coup sur le dos. Je sais qu'il arrive que parfois les bébés se couchent sur le ventre. Si jamais ça arrive, il faut vraiment être très vigilante que la tête elle soit bien en fait sur le côté pour éviter qu'il ait la tête dans le matelas et qu'il ne respire plus, parce que il faut penser la mort subite du nourrisson. J'ai dernièrement vu des vidéos sur YouTube où en fait il existe des sortes de plaques que vous mettez sous le matelas et qui détectent lorsqu'il n'y a plus de respiration chez le petit, ça vous envoie une alerte. Et je trouve ça vraiment très bien, j'ai l'impression que la technologie avance hyper bien sur ça. C'est vrai qu'un enfant en fait va choisir la position dans laquelle il est le plus à l'aise, et du coup c'est toujours mieux de le protéger, donc si ça vous intéresse, j'essaierai de vous trouver un lien, je vous mettrai dans la barre d'infos. Pour éviter aussi les risques d'étouffement dans le lit, on évite les tours de lit parce que ça fait trop joli dans les lits. Je suis d'accord avec vous, c'est trop beau, trop magnifique, etc. Mais les enfants ils peuvent s'étouffer avec. Un doudou ça suffit, une turbulette dans le lit ça suffit. Les autres doudous vous pouvez soit les laisser au sol, sur une commode, une étagère, mais évitez en fait trop de doudous. Il n'y a pas besoin de tout ça et qu'un enfant en fait peut s'étouffer avec. Un autre conseil aussi d'une situation que j'ai déjà vécue en crèche, il arrivait que parfois un enfant ou un groupe d'enfants aussi peuvent mordre parce que le langage n'est pas encore mis en place, et parfois c'est la seule façon d'exprimer ses émotions, de dialoguer avec l'autre enfant. Et lorsque le soir on faisait des transmissions pour évoquer que l'enfant a mordu sans émettre un jugement ou qu'autre, le parent le mordait en retour. Je rappelle que du coup le papa ou la maman ou professionnel, vous êtes le modèle de l'enfant. Alors si vous lui dites c'est interdit de mordre, mais qu'en retour vous le mordez, il va rien comprendre parce que vous êtes son modèle. Si vous le modèle vous mordez, alors lui il a le droit de mordre. C'est ça que je veux vous dire. Donc si admettons ça se passe, sachez que c'est pas grave s'il mord. Oui certes ça fait mal à l'autre enfant, mais c'est une façon de dialoguer. Peut-être que vous pouvez trouver des solutions donc par le bébé signé pour l'aider à évoquer en fait à exprimer ses émotions ou expliquer en fait ce qui se passe sur le moment même, et aussi lui expliquer tu vois tu as mordu, tu voulais peut-être jouer avec lui sur le moment, c'est ça que tu avais envie de lui dire, alors moi je te conseille tu vois de faire le signe jouer, je veux jouer avec toi, mais tu pouvais pas savoir, alors je te l'explique, tu vois ça fait mal de mordre, et c'est pour ça tu vois l'enfant, admettons je sais pas la petite ou le petit, tu as vu il pleure, ça lui a fait trop mal, il est triste, tu comprends? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, pour que la tristesse elle passe? Est-ce que tu vas aller lui chercher un jouet pour jouer avec lui? Vraiment c'est détourner aussi le truc, parce que le fait d'aggraver en disant oh là là tu as mordu, ben non mais là faut arrêter de faire d'aller dans l'extrême en mode ça, on arrête aussi et on reste calme. Enfin voilà, c'est vrai que nous on est habitués en fait à la crèche de voir souvent, dans toutes les crèches où j'ai travaillé, c'est toujours un cas qui revenait dans le fait de mordre, ce qui est en fait logique et qui fait partie aussi du cursus chez l'enfant. Pas tous, parce qu'il y en a ils ont pas forcément la nécessité, mais il y en a ils ont la nécessité en fait de mordre pour ensuite apprendre. Mon autre conseil c'est qu'on ne force pas un enfant à finir son assiette ou à le forcer à manger. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous mette un entonnoir dans la bouche et qu'on vous mette ce que vous n'avez pas envie de manger? Non.
Je pense pas. Et ben un enfant c'est pareil. Vous savez en fait vous arrêtez quand vous avez plus faim. Ben un enfant c'est pareil. Et s'il a pas fini son assiette c'est pas grave. Et si votre enfant il a pas envie de manger le midi, il a pas envie de manger le soir, sachez qu'il ne va pas se laisser mourir de faim. Et que c'est des moments aussi où ils ont pas très faim, il y a peut-être quelque chose, peut-être qu'il a mal à la gorge, il y a peut-être autre chose, mais il faut vraiment ne pas les forcer s'il vous plaît, parce que après ça apporte des blocages chez les tout petits où ils ont plus envie de manger, ils prennent plus de plaisir, alors qu'il faut savoir que en fait un temps de repas c'est calme, la détente, un moment de partage avec les autres, on prend plaisir à manger ce qu'on aime et ça devrait pas devenir une frustration ou un moment de colère où ça se passe très mal. Non pas du tout, ça devrait être l'effet inverse, l'effet où en fait on se sent bien et on partage, voilà. Un conseil qui va vous paraître bête mais on ne frappe pas un enfant. Non, on ne frappe pas un enfant, on lève pas la main sur l'enfant, on arrête les fessées, on arrête les claques sur le visage. Je sais que j'ai des amis qui me disent bah une claque ne fait pas de mal ou pareil pour mes proches, une claque ne fait pas de mal, une fessée ne fait pas de mal. Stop, parce que un enfant ne mérite pas ça et n'importe qui ne mérite pas ça. Tout ce que l'enfant va retenir c'est la violence et c'est ce qu'il va réitérer du coup sur ses camarades, sur d'autres enfants, sur ses frères ou sur ses sœurs. Nous c'est pas ce qu'on veut, on veut qu'il y ait quelque chose qui soit compris. Alors on s'exprime comme je vous ai dit dans le calme, on est explicite, on est clair dans nos propos, ferme et voilà. Mais on ne frappe pas un enfant. Ça c'est un conseil que je donne à tout le monde parce que qu'importe qu'on soit professionnel ou alors parents, on a toujours des moments où en fait on est à bout parce qu'il y a un enfant qui pleure beaucoup, on ne sait plus comment gérer, on a tout testé pour tout essayer pour qu'il aille mieux, il a mangé, la couche est propre, parfois ça arrive, on a un ras-le-bol. On en a marre, on a envie de souffler. Alors le conseil que je vous offre, c'est si vous êtes à la maison et que personne ne peut prendre votre relais, vous mettez votre enfant en sécurité dans son lit, vous refermez la porte, il est en sécurité, il a le droit de pleurer, il va décharger et vous déchargez de l'autre côté. Vous soufflez un bon coup, vous allez boire un verre d'eau, vous mangez un petit gâteau, voilà, vous pensez à autre chose et ensuite quand vous êtes calme, quand votre mental est calme, quand vous êtes disposé du coup à pouvoir vous poser avec votre enfant et à répondre à son besoin émotionnel, vous pouvez y aller. Parce que par moments ça peut arriver où en fait on en a ras-le-bol. Parfois on va voir qu'il y a des enfants qui ont subi le syndrome du bébé secoué. Et le bébé secoué, c'est comme je vous disais, c'est important de bien maintenir la tête parce que quand il y a des personnes, n'importe quel individu en fait en a marre d'un enfant qui n'arrête pas de pleurer, il va prendre l'enfant et le secouer très très fort. Et la tête elle va faire et en fait là je vous fais vraiment doucement mais en fait c'est hyper violent et en fait l'enfant dans la tête elle va basculer de d'avant en arrière, bah du coup ça va, son cerveau il va faire comme un petit poids. Voilà, il va se balader partout et l'enfant soit peut mourir ou soit il peut y avoir des grosses séquelles par la suite et ça du coup c'est interdit de faire ça et vous pouvez faire de la prison pour ça. Pour le bébé secoué, j'ai vu beaucoup de reportages sur ça où ça m'a choquée et je fais très attention à ça maintenant quand je sais que parfois c'est ok d'être fatiguée, donc quand j'arrive pas à gérer je passe le relais, mais ça m'est jamais venu à l'idée de secouer un enfant, vous voyez. Et surtout n'hésitez pas à passer le relais comme moi en équipe quand y a un enfant où en fait j'arrive plus du coup à prendre le temps avec lui, ne serait-ce que parler etc, que émotionnellement je suis plus du tout disponible, et ben je passe le relais et c'est pas grave en fait de passer le relais, c'est justement une part de bienveillance parce que vous pensez à vous et vous pensez aussi à l'enfant, donc vraiment ça c'est pas à négliger, c'est à penser. Et le dernier conseil que j'ai à vous offrir, c'est aimez-vous, câlinez-vous, faites des choses ensemble, partagez, passer du bon moment et surtout voilà, avec un enfant c'est beaucoup d'amour, peut-être des moments un peu plus négatifs mais voilà c'est que du bonheur et surtout n'oubliez pas que les années passent super vite, donc profitez de chaque instant et voilà, c'est le dernier conseil que j'ai à vous offrir parce que c'est vrai qu'on a des fois on a tendance à trop les mettre peut-être chez papy et mamie, de pas prendre le temps avec eux parce qu'ils sont à l'école, parce que vous travaillez etc, mais pensez à prendre du temps avec eux, une journée, une demi-journée, un week-end, ça c'est très important, ça leur fait du bien. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous aider et que mes conseils du coup ont pu être écoutés, ont pu vous aider, vous renseigner sur tout ça, voilà. En tout cas si vous avez des idées de vidéos, des thèmes que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas en tout cas à me les écrire dans les commentaires. Si vous avez des questions, vous avez d'autres conseils aussi à offrir, n'hésitez pas non plus à les écrire dans les commentaires, je me ferai une joie de vous lire et ça pourrait aider aussi d'autres personnes qui sont peut-être dans la même situation que vous ou non. Et si vous souhaitez une autre vidéo sur d'autres conseils auprès des enfants, n'hésitez pas en tout cas à me les écrire dans les commentaires. Merci à vous, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye.